Thibaut de Montbrial, est-ce que vous voulez poser la première question? Merci. Bonjour Monsieur Copé. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans la salle quand j'ai posé ma question au candidat. Bon, alors je vais vous la reposer. Ça va être un peu lassant pour le public parce qu'en fait c'est une question qu'on me pose tellement à chaque fois que je me déplace que je vais la poser à tous ceux qui vont venir devant nous aujourd'hui. Vous avez beaucoup parlé de la sécurisation du territoire. Vous parlez de votre programme d'emploi d'embauche de 50 000 personnes. Mais dans ces 50 000 personnes, tout le monde n'est pas un opérationnel de la sécurité. Il y a plusieurs maillons de sécurité. Vous avez des magistrats, des gardiens de prison, etc. Donc ma question, c'est une fois que l'État n'a pas réussi à empêcher un acte terroriste. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut tout faire pour l'empêcher, la prévention, le renseignement, la police, etc. Mais l'hypothèse de travail, ce sont ces cas où on n'a pas réussi. Nos concitoyens sont tous très, très inquiets de la capacité de l'État au sens large à riposter lorsque un attentat commence. C'est-à-dire, c'est la question de la riposte une fois que tout ce qui a pu être mis en œuvre pour empêcher les attentats a échoué. On sait, par le retour d'expérience de tous les attentats commis depuis une quinzaine d'années par les islamistes, mais pas seulement, que plus la riposte par le feu tarde sur une scène d'attentat, plus le nombre de victimes est élevé. Et en Israël, la riposte par le feu en moyenne est entre 45 et 90 secondes et le nombre de victimes est assez faible. En France, on a vu au Bataclan que la riposte par le feu est arrivée au bout de 10 minutes et qu'en 10 minutes, il y avait eu 90 morts. Est-ce que vous considérez, vous, que sur cette question très précise, que le maillage actuel du territoire en termes de capacité de riposte armée, quelle que soit la main qui tient l'arme, est satisfaisant? Ou est-ce que vous envisagez des mesures spécifiques susceptibles d'augmenter la capacité de riposte armée et en tout cas de diminuer les délais? Bon, d'abord, je vais être très sincère avec vous tous. C'est vous, Monsieur de Montbrial, qui m'avez alerté le premier sur cette question lorsque j'ai commencé à y travailler il y a de cela quelques mois dans la droite ligne de ce qui s'était passé l'année dernière. J'en ai beaucoup parlé aussi avec un certain nombre de spécialistes en France, je pense notamment à François Hesbourg qui a fait des travaux très intéressants. Et je suis allé en Israël rencontrer les spécialistes du contre-terrorisme qui m'ont tenu une analyse assez proche de celle que vous faites. La vérité est que tout est à réécrire en France. Ce qui s'est passé au Bataclan en est hélas l'illustration. La commission parlementaire d'ailleurs a montré des choses assez intéressantes, même si je pense qu'on peut aller plus loin. La conclusion que j'en tire est la suivante. C'est une doctrine complète d'emploi des forces qu'il faut repenser. Je ne peux pas ne pas répondre sur le point précédent, l'anticipation. Nous avons des services de renseignement qui, pour des raisons diverses et variées, ont été affaiblis par le fait qu'ils ont été retirés du terrain dans les années 2007-2010. Je le dis parce que je vois bien comment, à mot, il m'a fallu compenser un certain nombre d'éléments manquants, autant que je le pouvais, et de manière évidemment très empirique, d'informations qui pouvaient nous manquer sur des comportements qui méritaient quand même qu'ils soient regardés. Et encore, moi j'ai fait le choix d'avoir une police municipale très professionnelle, nombreuse, armée, des caméras partout, des discussions, des contacts. On arrive à avoir une bonne coopération. Enfin, toutes ces villes avec des quartiers difficiles, je suis désolé de vous dire que si on n'est pas dedans, on ne peut pas voir ce qui se passe. Et c'est quand même là que ça commence. Bon. Alors sur la riposte, pour moi il y a deux sujets. Un, la doctrine d'emploi. On a vu qu'il y a eu quand même un certain désordre, aussi bien au moment de Charlie qu'au moment du Bataclan, le temps que tout le monde arrive. Bon. Et là-dessus, la commission d'enquête l'a bien montré. Sur l'utilisation de l'arme, des armes à feu, la riposte. Écoutez, on a en ce moment un débat terrible à la suite de la colère exprimée par nos policiers. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de faire semblant. Moi, je veux bien qu'on rappelle qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Quel est le problème? Un problème dramatique de moyens et deuxièmement, un problème d'autorisation de légitime défense. Il faut en sortir. Je préconise, je vous le dis, je le redirai d'ailleurs à l'occasion d'une émission que je fais lundi matin, que je préconise l'alignement des conditions d'utilisation de la légitime défense sur la gendarmerie. Ça fait des années que ce débat existe, des années qu'on s'interdit d'en parler. Bon, je crois que maintenant, pour moi, le débat sur ce point, il doit être assumé et je le propose. Deuxième élément, sur la question de la riposte. En réalité, notre problème, c'est un problème de procédure. Qui fait quoi, à quel moment, sous quelle forme? C'est ça qui doit être réorganisé.
Mais nous ne pouvons le faire, Monsieur de Montbrial, que si, en préambule, nous avons plus de moyens. Notre problème aujourd'hui, je suis désolé d'insister là-dessus, c'est que la paupérisation de la police, de la gendarmerie et derrière de la magistrature est devenue le premier problème. Et croyez-moi, j'ai été ministre du budget, je ne suis pas un budgétivore, hein, et d'ailleurs, j'ai fait l'effort, ça me paraît la moindre des choses d'ailleurs, de le budgéter. C'est 5 milliards d'euros mon plan Marshall. Et ces 5 milliards d'euros, je l'ai adossé sur les économies que je veux faire dans bien d'autres domaines. Alors, juste pour dans le cadre du droit de suite, sur la question, il y a des dispositions qui ne coûteraient rien à l'État et qui seraient les suivantes. Je vous en donne 3 très rapides. Dites-nous ce que vous en pensez. D'abord, favoriser les conditions d'armement de certaines sociétés de sécurité privées, évidemment agréées, de façon à ce que les entreprises qui ont besoin de sécuriser des sites puissent le faire avec des gens armés, ce qui est autant de soulagement pour tout ce qui est régalien. Deuxièmement, étendre le port d'armes hors service à toutes les personnes légitimement armées, non seulement les policiers et les gendarmes, mais aussi les douaniers, les gens de l'Office national des forêts, un certain nombre de militaires. Là encore, les moyens existent, c'est simplement quelqu'un qui est armé jusqu'à 18h dans le cadre de son travail. À 18h05, il est tout autant capable de servir de son arme hors service. Et accessoirement, il est vulnérable. Hein. Et accessoirement, il est vulnérable. Et troisième exemple, ce qui est peut-être celui qui se rapproche le plus de l'expérience israélienne que vous avez acquise, c'est que dans le cadre de la garde nationale qui est en cours de constitution, ne pourrait-on pas créer une unité de gens qui seraient des civils, qui continuent à travailler dans le civil et à vaquer à leurs occupations, et qui, après avoir été agréés et formés, porteraient sous leurs vêtements civils une arme pour riposter dans le cadre d'une atteinte dans un lieu public. Pour être très clair, moi je suis en phase avec toutes ces propositions. Donc je vous le dis, je l'assume. Elles sont d'ailleurs dans mon programme. Le partenariat avec les sociétés privées, naturellement sous un contrôle très strict avec agrément, ne me paraît plus pouvoir être un tabou. J'ajoute d'ailleurs, pour que tout ça soit très clair, ça me rappelle les débats que j'ai eu moi à supporter il y a une quinzaine d'années à propos des polices municipales. Les polices municipales armées, aujourd'hui, ça paraît évident. Mais si vous saviez, quand il y a une quinzaine d'années, en tant que maire, j'ai commencé à recruter des policiers municipaux armés, le drame que ça a fait, y compris d'ailleurs chez les policiers nationaux, qui disaient « mais qu'est-ce que c'est que ces zozos ?» On me traitait de shérif. Mais heureusement que j'ai fait ça. Mais heureusement. La baisse des effectifs de police fait qu'aujourd'hui, les policiers municipaux sont de véritables policiers, dans le cadre des missions qui sont les leurs. D'ailleurs, il est aberrant qu'on ne puisse pas les autoriser à contrôler l'identité. C'est encore une histoire de fou. Moyennant quoi, l'application de la loi sur la burqa, qui est, comme vous le savez, chère à mon cœur, je profite de cette occasion pour dire que c'est moi qui avais raison la semaine dernière. Je le dis parce qu'il y a des moments où, quand même, il faut bien... Bon... C'est pas parce qu'on m'envoie comme ça un peu qu'il faut oublier les choses. De plus, moi j'ai été bien élevé par mes parents, je suis respectueux. Quand même, cette histoire de police municipale armée, qui à l'époque était le tabou absolu, aujourd'hui, je retrouve les mêmes débats avec les sociétés de sécurité. Mais écoutez, évidemment qu'on ne va pas envoyer n'importe qui et contractualiser avec n'importe qui. Tout ça doit être très contrôlé. Le parquet doit y être associé. Mais une fois qu'on a dit cela, de deux choses l'une, où on considère que la nation est vulnérable ou pas. Si elle l'est, ce que je crois profondément, arrêtons de verser des larmes de crocodile et mobilisons-nous. Je voudrais, sur ce point d'ailleurs, ajouter un dernier point qui me paraît très important. Lorsque j'évoque les embauches de 50 000 policiers, gendarmes, etc., bien souvent se pose la question de la gestion des hommes. Il n'est pas question de le faire avec l'idée de l'emploi à vie. Je préconise la suppression de l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants, pas simplement dans ces métiers-là, dans tous. Et je l'assume. Ça n'est plus justifiable aujourd'hui. On est en 2016, les gens du privé ne peuvent pas comprendre que quand on est dans le public, on ait l'emploi à vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des suggestions en étant dans le service public, et donc, le cas échéant, des rémunérations, des primes, etc. Mais moi, je souhaite une gestion individualisée des carrières. Jamais personne n'a reproché aux militaires d'être des contractuels. Pourquoi je fais cela ? Parce que je veux derrière tout cela imaginer aussi un nouveau patriotisme. Juste une petite anecdote, mais je crois que c'est bien aussi qu'on évoque ces sujets-là. Au lendemain du Bataclan, les circonstances font qu'était organisé un salon de l'emploi. Dans les guichets correspondant à la gendarmerie, à la police, à la magistrature, des files d'attente incroyables de jeunes. À qui ? Les professionnels disaient « on est désolé, mais on ne peut pas vous prendre parce qu'on n'aura pas les moyens de vous garder 40 ans plus 20 ans de retraite ». Si vous supprimez l'emploi à vie, que vous en faites des CDI, vous formez des gens qui s'engagent à servir le pays, qui au moment où ils portent l'uniforme sont fiers, apprennent
plusieurs métiers, et s'inscrivent complètement dans le XXIe siècle. Donc je crois qu'il y a derrière ça une approche extrêmement intéressante. Merci beaucoup. Gilles-William Gonnadel, vous souhaitiez intervenir. Jean-François Copé, vous avez bien voulu reconnaître que ce que j'appelle la faillite de la justice ne date peut-être pas de M. Hollande et de Mme Taubira. Alors, ma question est double. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, les obstacles idéologiques sont encore plus importants que les obstacles financiers? Et deuxièmement, dans le prolongement de cette question, vous êtes le seul à ma connaissance parmi les candidats à proposer l'interdiction des syndicats de magistrats. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet? Alors, non, en l'occurrence, là-dessus, je vais vous décevoir. Je ne suis pas aussi direct sur l'interdiction des syndicats pour les magistrats. C'était dans les travaux préparatoires de Génération France. Je n'ai finalement pas retenu cette idée. Je peux comprendre que vous soyez déçus, mais comme je sais que par ailleurs vous êtes très enthousiaste de tout ce que je propose, l'un dans l'autre, finalement ça se terminera bien entre nous. William, qu'on se dise les choses. Pour moi, le véritable problème, c'est d'en finir avec les complexes d'être de droite. Pour moi, au-delà de la question syndicale, c'est d'arrêter de co-gérer le pays avec des gens qui n'en ont pas la légitimité. J'ai plus fort que l'interdiction syndicale. J'ai le gouvernement par ordonnance. Ça changera tout. Et j'en suis convaincu. Je porte cette idée depuis des années. Moi, on peut me reprocher plein de choses, sans doute, mais pas la constance dans les idées. Je défends ça depuis toujours. Pourquoi? Je suis hanté par le concept de cet homme politique qui désormais recule tout le temps, de gauche comme de droite, dès qu'un sous-minoritaire de la CGT ou de la gauche caviar vient lui taper dessus. C'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Parce que le Front National est en embuscade. Non pas que les Français veuillent le retour de Mussolini, hein. Simplement les Français nous disent « vous êtes nuls, vous n'avez jamais de résultat ». D'un début à la fin d'un quinquennat, qu'il soit de gauche ou de droite, le chômage ne baisse jamais, la délinquance ne baisse jamais, les déficits ne baissent jamais. Jusqu'à quand allez-vous vous imposer une obligation de résultat? L'intérêt des ordonnances, c'est qu'à partir du moment où vous êtes élu sur un projet, vous ne faites pas ça en cachette, 15 décisions sur lesquelles vous êtes élu au mois de mai, sur lesquelles, si les circonstances le permettent, je le serai, sur lesquelles les députés sont élus, ils font campagne dessus. Le 2 juillet, on demande au Parlement d'habiliter mon gouvernement à légiférer par ordonnance. Le 30 août, elles sont ratifiées. Le calendrier constitutionnel est respecté à la lettre. À partir du mois de septembre, on est au combat contre l'ennemi de la France, qu'est toutes celles et ceux qui veulent nuire à notre sécurité, à la sécurité des Français. Et à ce moment-là, on voit qui est pour, qui est contre. On ne s'excuse pas toute la journée avec des vrais faux débats sans intérêt, comme l'a montré la déchéance de nationalité. De la même manière, d'ailleurs, nous avions eu cet échange, Monsieur Bilger, passionnant d'ailleurs. Moi, je n'aime pas cette histoire qui consiste à dire état de droit versus sécurité. Mais d'où ça sort, ça? Depuis quand est-ce qu'on doit choisir entre l'état de droit et la sécurité? L'état de droit permet la sécurité. Il n'a jamais été écrit nulle part que les démocraties devaient être faibles. Ce n'est pas un match Hollande-Sarkozy, pour reprendre les deux qui défendent l'un ou l'autre. D'où ça sort? Les démocraties n'ont pas vocation à être faibles, elles doivent être fortes. Quand elles sont faibles, c'est l'anarchie. Et donc jamais personne n'a interdit à un président de la République, dans le cadre de l'état de droit, de revoir les conditions de sécurité. Et pourquoi est-ce que tout à l'heure nous parlions de la question de la rétention? Elle doit être sous le contrôle du juge judiciaire depuis la première minute. C'est parce que la rétention administrative, c'est totalement contraire à tout ce qui est organisé dans les démocraties. Mais si en revanche, c'est sous le contrôle d'un juge judiciaire spécialisé dans l'antiterrorisme, pourquoi voulez-vous qu'il dise « bah lui, je vais le libérer, lui, il a une bonne tête ». Mais non, bien sûr que non. Et ça permet en plus que le gouvernement et ceux qui travaillent sous son autorité aient pour eux la protection au sens noble du terme du juge judiciaire qui est là pour garantir au sein de l'état de droit la sécurité des personnes. Et vous voyez, ce débat-là, il n'est pas médiocre, hein. Moi, je récuse le match état de droit versus sécurité. L'état de droit garantit et doit garantir la sécurité. C'est parce que notre démocratie a été faible du fait de minorités agissantes qui donnaient des leçons de morale
que nous sommes devenus complexés. Et si j'ai inventé ce mot de droite décomplexée, c'est pas du tout, William le sait très bien, pour faire une droite extrémiste. Jamais je combats toutes les formes d'extrémisme. C'est parce que je veux que nous soyons une droite qui ne s'excuse pas, avec des valeurs, et ensuite qu'on n'ait pas la main qui tremble quand il faut décider. Ça passe, je termine par là, par un objectif politique et psychologique. C'est d'en finir avec ce syndrome qui veut que quand un homme de droite soit élu président de la République, il soit obsédé à l'idée de séduire les gens qui n'ont pas voté pour lui. Merci beaucoup. Philippe Bilger, vous vouliez prendre la parole. Monsieur le ministre, je risque trop d'être dans l'adhésion, donc il faut que je pose une question. Vous avez évoqué l'augmentation massive des moyens et des crédits par ordonnance. Est-ce que cette augmentation, si vous parveniez à la réaliser, ne permettrait pas enfin, une fois que toutes les institutions régaliennes seraient mises à niveau, d'exercer enfin sur ces fonctions ô combien importantes pour la démocratie, un véritable contrôle professionnel? Parce que je suis frappé de voir que parfois on préfère faire voter une loi plutôt que sanctionner des comportements professionnels qui ont été totalement discutables. Monsieur Bilger, je vais vous dire une chose que je pense depuis des années à travers mon observation de maire, parce que moi je n'ai jamais trop aimé la critique récurrente sur le fonctionnement du service public de la justice. Je vous dis tout de suite pourquoi. Qu'il y ait des normes loupées, ça arrive. Les hommes sont les hommes, c'est la vérité. Mais à partir du moment où il n'y a pas un contrat clair avec nos magistrats, avec les personnels qui travaillent aux côtés des magistrats, on ne peut pas leur demander une obligation de résultat. En revanche, si l'on fait ce que je m'engage à faire, c'est-à-dire un effort national majeur en termes de moyens, alors l'obligation de résultat est fondée. C'est ça qui change tout. Quand on dit aujourd'hui le service de la justice est trop lent, ils sont débordés, c'est la vérité. Moi je vois bien le parquet de Meaux, de manière d'ailleurs générale, le ressort judiciaire de Meaux, je les connais pour un certain nombre d'entre eux, puisque j'ai voulu une politique de sécurité très volontariste et que tout le monde a joué le jeu et que nous avons eu des résultats. Mais parce que j'ai mis des moyens en termes de police municipale qui ont compensé les décisions gouvernementales, hélas de la droite, de baisse des effectifs et que la gauche n'a pas amélioré. Bon. Mais nous faisons tous les 15 jours une réunion dans le cadre du CLSPD de lutte contre la délinquance avec parquet, police nationale, police municipale, principaux de collège, etc. Je les vois travailler, mais c'est extraordinaire. Le boulot qui est accompli dans des conditions effrayantes de difficultés, pas assez de greffiers, des procédures qui sont menacées en permanence, faute de personnel d'être correctement respectées, et donc de renforcer les moyens de la défense du délinquant, bon, supposé, présumé. Donc on voit bien les difficultés. Donc à partir du moment où moi je mets 5 milliards d'euros sur la table pour rénover complètement notre appareil régalien, je suis en situation de demander une obligation de résultat et donc une évaluation. Ça change tout. Et on est à ce moment-là dans une approche où chacun est considéré pour ce qu'il est. Car notre problème en France, c'est que nous sommes 60 millions de pointés du doigt. On passe sa vie à se faire culpabiliser pour ce qu'on fait. Tous autant qu'on est, depuis le notaire qui vient escroquer les familles, l'agriculteur qui pollue, le magistrat qui ne va pas assez vite, le policier ou qui relâche les délinquants, censé relâcher les délinquants, ou le policier débordé. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? Monsieur le ministre, ma seconde question ira dans le même sens. Le hasard a fait que je rencontre assez souvent des citoyens qui ont déposé plainte et qui n'ont plus aucune nouvelle de leur procédure. Oui. Hier, j'ai rencontre quelqu'un qui a été gravement agressé en mai 2015, qui a déposé plainte et qui ne sait pas encore ce qui est advenu de la plainte. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dégradation suprême du savoir-vivre judiciaire qui ne dépend pas des moyens ni des crédits, mais c'est un rendez-vous d'humanité. Absolument. Parce que je crois que c'est fondamental. Alors, si le citoyen savait ce qui advient des plaintes ou des interventions qu'il a voulu, je pense que ça modifierait profondément sa perception de la justice. Eh bien, je vais vous répondre de manière très précise, mais en commençant par élargir un tout petit peu. Dans la période que j'ai vécue,
dont je vous ai parlé d'ailleurs, il y a pendant 18 mois à la suite de cette lamentable affaire contre la campagne présidentielle de 2012 de Sarkozy, j'ai démissionné de mes fonctions, tout le monde le sait, et en attendant que la justice confirme mon innocence, je me suis abstenu de tout commentaire, mais j'ai beaucoup travaillé le fond. Et pendant 18 mois, j'ai fait des groupes de parole, comme on dit en psychologie, avec des compatriotes de tous les milieux, etc. Et un leitmotiv qui m'est revenu et qui m'a paru évident, les gens de droite comme de gauche disent « notre pays n'est plus commandé ». Nous avons en France un rapport au commandement, alors que pourtant on est un pays vertical, structuré, organisé, qui est totalement perverti, parce qu'une certaine gauche, il faut bien le dire, a considéré qu'il était interdit d'interdire il y a quelques années, vous vous souvenez de tout ça. Et depuis, tout le monde a considéré qu'ils avaient probablement raison, il ne fallait plus embêter personne. Bien. Cette crise du commandement commence par le président de la République, dont j'ai dit tout à l'heure que quelque part, l'avènement du gouvernement par ordonnance serait une première étape dans l'idée qu'il est d'abord là pour décider. Et en cela, je récuse ce prurite référendaire là, qui est la nouvelle mode, qui en plus est un acte manqué, parce qu'en gros, vous êtes élu en mai, puis vous redemandez aux gens de voter en juin pour un truc pour lequel vous avez été élu en mai et qui vous demandent de faire. Ce qui fait que ça donne l'impression que s'ils veulent bien dire non, ça vous évite de faire la réforme. Ce qui est pire que tout, en plus les référendums, je ne sais pas comment on se débrouille, on les gagne jamais. Donc il y a un moment quand même où il faut quand même commencer à arrêter de jouer avec le feu. Cette logique du commandement, je vous l'appliquais à votre question. Il y a deux hommes très très importants dans un palais de justice, c'est le procureur et c'est le président du tribunal. Eh bien, je pense que chacun dans leur domaine de compétences doivent être des chefs. Et qu'à ce titre, leur vocation, dès lors qu'ils auront des moyens, sera d'assurer que ce genre de comportement n'arrive pas. Parce que ce sera leur responsabilité, et pour cela ils seront eux aussi évalués, de s'assurer que les dossiers de l'ensemble des hommes et des femmes placés sous leur autorité soient effectivement gérés à bon rythme et avec humanité. Mais c'est alors une autre approche, parce qu'il y aura un chef qui sera là pour dire « vous me devez des comptes, parce que vous travaillez sous mon autorité ». D'ailleurs, pour tout vous dire, il y a un mot qui m'a toujours fait sourire, c'est la réticence qu'ont les chefs à parler de collaborateurs. Ils préfèrent parler de collègues. Moi, c'est toujours un truc qui m'a fait sourire. Non, ce n'est pas des collègues, c'est des collaborateurs, des subordonnés. C'est pas grave. Celui qui est subordonné un jour, s'il est bon, il deviendra chef. Il n'y a pas de drame. Heureusement, la vie est un peu longue. Mais chacun son style, chacun son tour. Et donc, il est indispensable à mes yeux que celui qui est nommé chef d'un parquet, président d'un tribunal, soit d'abord le chef de son parquet ou le président de son tribunal. Merci beaucoup. Alors, pour suivre cette logique du commandement, mon général, peut-être vous avez une question ? Oui, je suis très heureux, Monsieur le Ministre, de vous entendre parler de commandement et de remettre à l'honneur ce terme qui, dans notre pays, en effet, a perdu de sa valeur depuis très longtemps. Et en plus du commandement, je pense qu'il y a une notion qui est rattachée au commandement et indissociable, et qu'on a perdu de vue aussi dans notre pays, c'est celui de la responsabilité. Et quand on commande, on est responsable. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ça, c'était juste pour conforter vos propos. J'ai bien lu votre programme et j'ai observé les abondements d'effectifs que vous proposez, en même temps que la création de structures comme un Conseil national de sécurité et une agence de renseignement type NSA. On ne va pas revenir là-dessus. Moi, je voudrais vous poser une question extrêmement précise, parce que ça fait des années que je me la pose et qu'elle me taraude, parce qu'elle concerne l'avenir de notre pays. Et c'est la suivante. Pouvez-vous nous donner, en quelques mots et en complément des deux mesures de votre programme concernant le code pénal pour mineurs et puis la clarification des fonctions de juge pour enfants, des indications sur des orientations que vous pourriez prendre sur les moyens et la stratégie en direction de la délinquance des mineurs? Alors, bon, ce point est extrêmement important et montre qu'en réalité, les métiers au sein de la justice des mineurs sont beaucoup plus différents qu'on ne le croit, et pourtant on leur applique un même titre. C'est quelque chose qui, moi, m'a énormément frappé, là encore en tant que maire. Et pardon de revenir un peu souvent à cette référence, mais c'est ce qui qui a fondé mon corps de doctrine. C'est pour ça que moi j'ai cette singularité par rapport à tous mes amis et concurrents, c'est qu'aucun n'est maire d'une ville de taille moyenne. Alain Juppé est maire de très très grande ville, bien sûr Bordeaux, il a fait des choses magnifiques, mais c'est une grande mégalopole. Meaux, c'est 55 000 habitants, donc vous êtes à la fois sur des grands projets, quand même, il ne faut pas exagérer, voilà, notamment un musée de la Grande Guerre passionnant pour ceux qui aiment l'histoire, mais aussi le maire du quotidien, c'est-à-dire que
moi je fais des permanences toutes les semaines depuis 20 ans, où à Paris on parle des milliards du budget de l'État, mais enfin quand on est avec un de ses administrés qui vous explique qu'il lui manque 50 € pour finir la semaine ou le mois, c'est du très très concret, et ça vous remet les idées en place quand même. Et donc la question de la délinquance des mineurs et de la justice des mineurs montre bien qu'il faut diversifier les métiers, et que s'il y a bien un domaine dans lequel il faut mettre de côté toute idéologie, c'est bien celui-là. Pourquoi ? Parce que ce sont la plupart du temps des enfants ou des adolescents dont la situation familiale nécessite une prise en charge individualisée qui fasse qu'ils ne soient plus dangereux pour eux-mêmes et dangereux pour les autres. Or, cette question de dangerosité, elle est omniprésente dans l'esprit des habitants, donc on ne peut pas la nier. Donc oui, c'est la raison pour laquelle moi j'ai préconisé que l'on spécialise les magistrats dans la justice des mineurs, et notamment qu'on revoie en ce sens cette ordonnance, pour que on n'ait pas forcément les mêmes magistrats qui traitent des enfants victimes et des enfants dont on a compris qu'ils étaient coupables d'actes très graves. Bon. Oui, pardon. Et juste pour terminer par rapport à cette question, il y a un sujet qui est assez tabou dans cette campagne, alors que pourtant des candidats se sont prononcés et qu'on a fait comme si on ne l'avait pas entendu. C'est la question du cannabis. Il ne faut pas s'y tromper. L'un des sujets les plus lourds relatifs à la délinquance des mineurs, c'est la question du cannabis. Lorsque je me suis insurgé dans le débat de la semaine dernière, comme on a peu de temps dans ces débats, il faut parler en 30 secondes. Donc j'ai été un peu vite en disant que Bruno Le Maire proposait la dépénalisation. C'est exact, il ne propose pas la dépénalisation au sens juridique du terme. Il propose simplement qu'on passe d'un délit à une contravention. Bon. Mais ça, c'est insupportable. Pourquoi ? Parce que le cannabis, aujourd'hui sanctionné par un délit, c'est 3 700 € d'amende et le cas échéant 1 an de prison. Si vous passez à la contravention, c'est 180 €. C'est un délit d'excès de vitesse. Le message à l'égard des jeunes va être absolument catastrophique. Qu'aujourd'hui, nous soyons assez peu efficaces dans cette lutte, j'en suis certain. Et pourquoi ? On n'a pas de flics. Donc vous pensez bien que ce n'est pas par là qu'il commence. Sauf que tout le monde sait, dans les quartiers, et quand on est maire de ces quartiers, on le sait vraiment bien, que l'argent facile commence par le cannabis. Donc ne pas voir que même pour une mère de famille pour laquelle c'est compliqué de voir un de ses enfants commencer à trafiquer, commencer à avoir à la maison des billets, etc. Et au bout d'un certain temps, elle se dit « je fais quoi avec mon fils ?» Parce que la vie, elle est dure. Et donc, en réalité, on sait très bien que dans ces quartiers, une part importante d'argent circule à cause de ce trafic. Le message est terrible. Je passe sur l'évidence des ravages sur la santé des adolescents, dont l'évolution morphopsychologique entre 10 ans et 16 ans fait que le cannabis fait des ravages, évidemment, mais indépendamment de cette question, se pose l'autre question, c'est la transgression de l'interdit. Ça veut dire donc, en gros, cannabis égale tabac. Oui, j'ai bien compris qu'à Paris, dans certains milieux, on ne veut pas en parler parce qu'on n'est pas très à l'aise. J'ai bien vu. Mais moi, je suis en opposition totale avec Bruno et Nathalie sur ces sujets, et je m'en fiche de savoir qui est moderne. J'ai 3 ans de plus qu'eux, ça va. Détendons-nous avec cette histoire de modernité. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes derrière un sujet de société absolument énorme et le message est absolument terrible par rapport à cette question. Or, je le répète, la question du cannabis n'est pas déconnectée de la question de la délinquance des mineurs. Elle est omniprésente. Juste un petit complément. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la réponse pénale pour la délinquance des mineurs qui ont entre 10 et 16 ans ou 18 ans est adaptée, j'allais dire, à ce que nous vivons dans notre pays depuis un certain nombre d'années ? Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce domaine-là, quelque chose à faire ? Non, mais elle ne l'est pas parce que c'est un problème de moyens. Vous ne pouvez pas prétendre traiter des problèmes en les individualisant si vous n'avez pas des solutions adaptées. Pourquoi est-ce que je dis depuis le début, vous l'avez compris, que le point de départ de la reprise en main sécuritaire du pays, c'est un problème de moyens. C'est parce que tant que vous n'avez pas les centres de détention qui vont bien, les personnels qui vont bien pour accompagner, comment voulez-vous qu'on y arrive ? On a des réponses, on bricole. Écoutez, la prison de Meaux-Choconin, que j'ai encore visitée il y a 2 mois, c'est 180% d'occupation des cellules. Ils sont 4 dans des cellules de 2. Donc on ouvre les portes, donc ils se baladent toute la journée. Quand ils sont condamnés à des peines de 6 mois de prison, c'est pas rien 6 mois de prison. Ils attendent tranquillement que ça passe. Ils ne mesurent même pas où est la sanction. Il y a presque de la convivialité. Il y en a un, il est passé, il me voit, il me reconnaît. Il me dit « Ah, monsieur Copé, vous avez du mal, vous, avec les médias, hein ?» J'ai regardé, je ne savais même pas quoi. Mais non, mais
voyez, enfin, c'est tout juste si on n'est pas tenté d'être en empathie, alors qu'on parle des gens qui ont quand même été condamnés par la justice. Pourquoi? Parce que derrière ça, ben, on est débordé. Vous avez on n'en a pas parlé, les personnels pénitentiaires. Alors mais vous vous rendez compte? Moi, je voulais vous poser une question à ce propos. Excusez-moi, je suis un peu intarissable, mais je pense qu'il faut faire le lien entre ce que nous devons faire en termes de politique publique et l'observation du terrain. Sinon, comment voulez-vous que les gens ne vous disent pas « mais vous êtes déconnecté, monsieur, alors on va aller au Front National, on ne sait même pas pour qui on va voter, du Front National, on ne les connaît même pas, mais c'est juste pour vous dire que vous, on n'en veut plus ». Vous voyez, c'est ça notre problème. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. La situation des prisons en France, elle est explosive. Il y a évidemment la question de la surpopulation, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais on a vu ces 2 derniers mois un certain nombre de problèmes qui se sont posés à Osny, à Valence, en Savoie, à Liancourt, beaucoup de révoltes à l'intérieur des prisons. Et nous lisons dans votre programme que vous proposez la création d'une police pénitentiaire. Je voulais savoir exactement ce que recoupait cette proposition. Enfin, si vous voulez, l'idée qui est derrière, c'est qu'il faut diversifier le métier. Parce que c'est un grand tabou encore, ça. Un grand tabou que le métier d'administration pénitentiaire. Hein. On en est encore aujourd'hui à ne pas vouloir trop en parler. On a encore l'image du maton, enfin, etc. Vous parlez avec eux, ce que je fais régulièrement, puisque moi j'ai beaucoup de mes administrés qui travaillent dans la prison de Meaux, qui sont dans le pénitentiaire, évidemment. Donc on discute très souvent. Mais les gars, ils vous racontent, ils vous disent, mais on est en humiliation permanente. Le problème, c'est que c'est limite si on n'est pas traité d'égal à égal avec le détenu. Dans la vie quotidienne. Dans le droit, non, mais dans la vie quotidienne, oui. Je vous rappelle qu'il y en a un qui est fouillé à l'entrée et pas l'autre. Il y en a un qui a un portable et pas l'autre. Et justement, c'est pas le bon, hein, je le signale au passage. Oui, mais non, mais c'est horrible hein, de dire ça comme ça, parce qu'on se dit, mais en même temps, moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je veux bien vous faire un discours un peu convenu, tout le monde sera content, policé, etc. Mais en même temps... Alors ça veut dire qu'on ne se dit rien et que ce n'est pas la peine de faire une primaire et une présidentielle. La gauche comme la droite ont été défaillantes sur ces sujets. Que M. Hollande ait une responsabilité immense, bah oui, bien sûr, mais qu'on en fasse le bouc émissaire unique, ce serait trop simple. Et vraiment, sur cette question de la police pénitentiaire, mon idée, elle est la suivante, elle est de dire il faut diversifier les métiers de telle manière que dans le lieu de vie qui est une prison, il y ait des gens qui aient des véritables moyens d'intervenir si on se trouve dans les situations que vous décrivez. Il faut de l'armement. Je suis désolé, je le dis, il faut de l'armement. Il faut qu'il y ait une considération. Ces hommes et ces femmes travaillent dans des conditions d'absence de considération qui sont anormales. Ce sont des gens remarquables. Les personnels pénitentiaires, moi je rêve que l'on puisse un peu raconter ce qu'ils font. Ce sont des gens qui sont en prise avec des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui, qui se sentent perdus, condamnés, parfois lourdement, pour des fautes lourdes, et à qui on dit, à qui on ne donne pas de perspective. Bon, alors après, il y a le débat sur la déradicalisation. Moi, je veux bien. Enfin, quand vous parlez avec les Israéliens, ils vous disent bonne chance. Tant mieux si on arrive à en déradicaliser quelques-uns. Enfin, prenons pas de risques excessifs. Enfin, tout le monde sait que les djihadistes fonctionnent comme dans des sectes. Ils vous lavent le cerveau, ils vous prennent le cerveau de vos gosses. Et je vais vous dire une chose, hein. Il faut qu'on fasse très attention au discours qu'on a en face de nous. J'ai eu un débat improbable à Sciences Po il y a 15 jours. Personne ne veut y aller dans ces trucs-là. Ah non, vous comprenez, qu'est-ce qu'on va dire de moi, mes sondages, je m'en fiche, j'ai jamais eu de bon sondage de ma vie, moi. Mais j'ai eu un débat improbable avec un type, avec une personne qui préside un comité de lutte contre l'islamophobie. On me dit, tiens, vous allez avoir un débat avec lui. Je ne connaissais pas, je regarde le pédigré. Mais il a pignon sur rue. Quels sont les invités d'honneur de son comité? Tariq Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, l'imam de Brest, l'imam du Bourget, des gens qui expliquent qu'une femme non voilée, c'est comme une pièce de 2 €, elle peut s'échanger d'un homme à l'autre. Je l'ai interrogé sur la polygamie, j'ai réussi à lui faire dire qu'il ne condamnait pas la polygamie. Alors, vous comprenez, quand vous voyez ça, vous vous dites, ça va bien le relativisme. Il est temps qu'il y ait un chef pour chefer, comme disait Chirac. Il est grand temps, hein. Et moi, c'est dans cet esprit que je suis candidat, et uniquement dans cet esprit. Parce que je pense que maintenant, c'est ça qu'il faut qu'on mette en place. Merci beaucoup. Gilles-William Goldnadel, vous aviez une question, et après Thibault de Montbrial, si on peut. Oui, cher Jean-François, pour sortir, ou plutôt pour demeurer dans ce qui n'est pas convenu, je reste sur ma faim sur l'irresponsabilité des magistrats.
Parce que c'est bien gentil de dire il faut un contrat avec eux, ils sont débordés. Moi, j'en vois qui ne travaillent pas quand même. Hein. Je te le dis franchement. Bon, mais cela étant, quand on voit une juge d'application des peines qui, contre l'avis du parquet, décide de faire sortir quelqu'un qui commet ensuite des attentats terribles, on ne peut rien faire contre cette personne. On peut à peine la critiquer, hein, les syndicats de la magistrature, tout ça, tout de suite monte au drapeau. Donc au moins peut-être, on peut empêcher qu'elle fasse une merveilleuse carrière. Or, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on est passé de l'avancement à la notation à l'avancement à l'ancienneté. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait réfléchir à ça pour éviter justement au moins ce genre de débordement? William, sur cette question qui est une question majeure, je voudrais répondre des choses qui vont d'ailleurs aller dans le même sens. Point numéro 1. Tant que vous conservez le principe d'emploi à vie, de fait, vous n'avez plus des gens qui sont complètement en situation d'assumer tout ce qu'ils font. La question de l'emploi à vie, c'est une question qui nous renvoie tous à notre humaine condition. À partir du moment où l'idée est que s'ajoute à cela, au nom de l'indépendance, qui est un élément absolument non négociable à mes yeux, et vous ne m'entendrez jamais critiquer une décision de justice, quelle qu'elle soit, je le dis, et je l'assume, il n'en reste pas moins qu'il appartient effectivement à la hiérarchie de prendre un certain nombre de décisions pour tenir compte de ce type de comportement. Mais je le répète, ce sera le rôle des présidents de tribunaux pour le siège et naturellement de chefs de parquet. Le véritable sujet aujourd'hui, et le cas échéant, il y a des organismes extérieurs, l'inspection des services judiciaires en est un, qui fait des rapports et qui est en situation de pouvoir sanctionner. Je veux dire, les lois existent, il faut juste les appliquer. Ensuite, les gestions des carrières, évidemment, il n'y a aucune raison. Quelqu'un qui a été défaillant se voit promu. Mais toujours pareil, si tu fais l'emploi à vie, tu rentres dans un système qui, de toute façon, fait que tout le monde se retrouve. C'est aussi très important d'être dans cette logique du CDI, qui donc signifie qu'on peut être licencié, d'une certaine manière, quand on a commis une faute lourde. Je voudrais dire une dernière chose par rapport à cette question qui est très, très importante, me semble-t-il, qui est celle de la carrière, de l'organisation des choses, etc. Je le répète, à partir du moment où on a des moyens, on ne peut plus récuser l'obligation de résultat. C'est plus possible. Et dans le cas que tu évoques, qui est celui de ce magistrat qui aurait, le juge de liberté, de détention de la liberté, qui a libéré quelqu'un, lequel a commis un attentat. Je voudrais quand même appeler l'attention sur le fait que le terrorisme est devenu aujourd'hui omniprésent dans tous nos esprits et que la réponse est insuffisante. Monsieur de Montbrial, on l'a évoqué ensemble tout à l'heure sur la partie policière, c'est un métier à reconstruire, avec là pour le coup des doctrines, d'emploi, des choses très claires, etc. Sur la magistrature, je l'ai dit tout à l'heure, je veux le redire, il faut créer une juridiction spécialisée. Et pour ce qui me concerne, je suis en opposition totale avec la nouvelle mode qui a consisté à dire « je veux une juridiction d'exception ». Je récuse ce terme. Et je le dis, mais alors vraiment de manière très claire, les juridictions d'exception, c'est des choses qui ont été imaginées il y a 50 ans, dans un contexte historique que chacun connaît, qui pour le coup n'est pas compatible avec l'état de droit. Je veux une juridiction spécialisée. Je veux des magistrats qui, du matin au soir, ne font que de l'antiterrorisme. Car aujourd'hui, l'une des grandes difficultés, et Dieu sait si pourtant le parquet de Paris travaille dans des conditions remarquables, parce que c'est héroïque ce qu'ils font, mais enfin dans la même journée, on fait, pardon de simplifier un peu, mais enfin le cambriolage de la vedette là, des hôtes de l'hôtel, là, comment ça s'appelle, avec les bijoux, je ne sais plus son nom, j'ai un trou de mémoire, Kim Kardashian, excusez-moi, monsieur Biget, je voulais vérifier que vous suiviez. ou bien l'attentat massif. Bon, donc c'est pas possible. Il faut encore une fois, je le répète, des marques trévidiques à tous les étages, des gens qui se professionnalisent de telle manière qu'en plus il y a une transmission du savoir. Moi je crois beaucoup à la transmission du savoir d'une génération à l'autre. Donc il me paraît capital que dans tous ces domaines nous assumions l'idée de juges spécialisés qui alors peuvent être encore plus évalués parce qu'ils connaissent vraiment les choses. Il nous reste 1 minute 30 et
Et il n'y a pas de temps additionnel. Vous avez dit tout à l'heure que lundi, vous proposeriez l'alignement de la règle d'ouverture de feu des policiers sur celle des gendarmes. Mais vous savez que la Cour de cassation a vidé de sa substance le décret de 1903 sur les règles d'ouverture de feu pour la gendarmerie. Donc il faudrait à tout le moins assortir la mesure d'une circulaire de politique générale qui serait transmise au parquet. Mais au-delà, ne pensez-vous pas... Je n'ai aucun état d'âme là-dessus. Hein. Non, je sais, mais le gars qui fait les ordonnances, il saura faire les circulaires, hein, croyez-moi. Et surtout une réforme législative. Parce que si on fait un texte de loi, le problème est réglé. L'ordonnance, c'est la valeur législative. On est bien d'accord. Vous voyez, on fait à la fois la question et la réponse en moins de 30 secondes. Pardon, excusez-moi, j'ai été rapide. Mais bien sûr, enfin, encore une fois, si je n'avais qu'un message à partager avec vous ce matin, c'est celui-là. Le rétablissement du commandement. Le régalien, ça ne se partage pas. Ça ne se discute pas avec tel ou tel dont la vie personnelle est sans doute très intéressante, mais ne relève pas de sa responsabilité. La noblesse de la politique, la noblesse de l'engagement politique, elle est dans la légitimité à décider. Et encore une fois, en démocratie, on ne fait pas 100% des voix. Hein. C'est en dictature qu'on fait 100% des voix. En démocratie, on en fait, allez, 51, 52, 53. Et on a un contrat avec ses concitoyens de 5 ans. Et au bout de 5 ans, peu importe les sondages qui ont intermédiaires, ce qui compte, c'est le résultat final. Et si on a des résultats, il appartient alors au peuple français de décider stop ou encore. Voilà. Mais d'ici là, on fait ce pourquoi on a été élu. On a une feuille de route, on l'assume. Et pour ce qui concerne le rétablissement du régalien, c'est 2 rendez-vous majeurs. C'est on gouverne par ordonnance et deuxièmement, on assume ce que j'ai appelé un plan Marshall pour la sécurité, sans lequel rien ne sera possible et pour lequel je crois, en ayant observé les projets de mes amis et concurrents, qu'ils sont, comment dire, assez petits joueurs par rapport à ce que je crois qu'il faut faire. Jean-François Copé, merci beaucoup. Nous sommes très honorés de votre présence personnelle en cette journée et nous l'interprétons comme un signal fort de votre engagement sur ces thématiques qui nous sont chères. Merci beaucoup.